Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, pour cette séance de mars de notre séminaire de travail de l'ASREP et la NLS, donc, qui part du texte de la troisième, texte de 1974, nous allons parler de la hâte. La hâte est mentionnée très rapidement dans ce texte. On pourrait glisser dessus, mais en fait, c'est une composante très importante sur laquelle Lacan a beaucoup travaillé. Elle est en lien avec l'acte, qui est aussi cité dans cet article. Et comme nous allons essayer de le voir ce soir, donc c'est quelque chose de fondamental dans l'approche lacanienne de la psychanalyse. Après donc notre travail sur la hâte, et en particulier sur cet article, donc, dont nous allons parler plus en détail dans quelques instants, sur le temps logique. Donc James Fisher va nous parler de l'angoisse des savants. Alors, je commencerai par trois citations. La première est une citation de Jacques-Alain Miller, qui est « La psychanalyse est une manœuvre avec le temps ». Donc, on parle beaucoup de la topologie de Lacan, on parle moins du temps dans Lacan, mais c'est un fait que, effectivement, on peut dire que la psychanalyse est une manœuvre avec le temps. Donc, le temps est fondamental. Autre composante importante qui apparaît dans la lecture de cet article de 1945 que nous allons commenter, donc c'est la sophistique liée à la psychanalyse. En effet, Lacan, en mai 65, a pu dire que le psychanalyste, c'est la présence du sophiste à notre époque, mais avec un autre statut. Puis je voulais pointer, vu que c'est comme ça que démarre cet article, donc par une récréation mathématique, si on veut dire. Donc Lacan, toujours en 65, en février, a dit « Historiquement, chose curieuse, en un champ comme les mathématiques, de toujours, la récréation a servi en bien des cas de tête pilote au véritable problème. » Et il est assez remarquable de voir comment cette fiction, cette fable, ce sophisme, comme il les appelle à différentes époques de son enseignement, qui est de son fait, de son invention, eh bien, comment ce petit exercice de mathématiques récréatives aura une portée importante dans tout son enseignement. Donc l'article de 1945, en fait, a été très peu lu et était très peu accessible. Il est paru dans une revue tirée à quelque chose comme, je sais pas, 1000 exemplaires, enfin peut-être moins, mais dans un domaine, enfin, une revue qui publie des articles plutôt liés au domaine de l'art que celui de la psychanalyse. Il a été repris dans les articles de 1900, dans les écrits en 1966, où il a été un peu remanié. Et je crois qu'il est important d'observer que dans les écrits, il apparaît dans le troisième chapitre, entre celui, donc le deuxième intitulé de Nos antécédents, où sont recueillis un certain nombre d'articles, on va dire, en gros d'avant la guerre, ou enfin, tout de suite après, et l'article, donc le chapitre 4, est intitulé Du sujet enfin en question. Donc c'est il y a quelques articles qui sont ramassés comme ça, qui font la transition entre les antécédents et donc un article comme fonction et champ, qui sont vraiment considérés d'habitude comme le début de l'enseignement de Lacan. Mais donc c'est le premier publié par Lacan après la Deuxième Guerre mondiale. Il en aurait déjà publié une quarantaine avant, dans le domaine de la psychiatrie. Il est intitulé Le temps logique et l'assertion de certitude anticipée, avec un sous-titre, Un nouveau sophisme. Donc, nous verrons ce que c'est que cette idée de temps logique. Donc, ce n'est pas un traitement logique temps, de la temporalité, mais c'est bien un temps qui s'introduit dans la logique, dans le discours logique. Donc, il commence par une fiction, comme je dis, sous la forme d'un problème qui pourrait figurer dans un recueil de mathématiques, mais finalement, il fonde une réflexion sur la subjectivation et une théorie de l'acte, pour dire la portée de cet article. Alors, il est novateur dans la mesure où, déjà à l'époque,
Freud avait mis en évidence un deuxième temps, en pointant le rôle de la répétition, montrant ainsi que le temps linéaire, le temps chronologique, le temps qu'on utilise en physique, normal d'habitude, disons, n'est pas approprié pour rendre compte de l'expérience psychanalytique. Dans les mots de Lacan, la fonction de la répétition génialement produite par Freud, loin de faire le temps linéaire, ça institue un temps 2 comme tout à fait fondamental. Or, la hâte qui apparaît dans le temps logique pointe vers une troisième dimension du temps, la hâte élément de cette troisième dimension du temps. La hâte en tant que telle, dit Lacan, à proprement parler, est justement ce par quoi la liaison propre de l'être humain par rapport au temps, ce chariot du temps qui est là à le talonner par derrière. C'est là que se situe la parole, donc l'énonciation opposée à l'énoncé, et c'est là que ne se situe pas le langage qui, lui, a tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'arrive à rien avec le langage. Donc le cœur de l'article de 1945, comme j'ai dit repris en 1966, consiste à mettre en évidence trois instances de temps séparées par deux scansions. Donc ces trois instances sont appelées l'instant de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Donc nous allons voir plus en détail en quoi elles consistent tout à l'heure. Avant de rentrer dans les détails, quelques commentaires. D'abord, reformulation par Lacan lui-même de ce que c'est que cet article. Donc l'auteur de ces lignes, Lacan, dit-il dans cet article fondateur qui est Fonction et champ. Donc Lacan a tenté lui-même, dit de lui-même, qu'il a tenté de démontrer en la logique d'un sophisme les ressorts de temps par où l'action humaine, en tant qu'elle s'ordonne à l'action de l'autre, trouve dans la scansion de ses hésitations l'avènement de sa certitude, et dans la décision qui la conclut, donne à l'action de l'autre, qu'elle inclut désormais, avec sa sanction quant au passé, son sens à venir. Il poursuit. Notons que temps pour comprendre et moment de conclure sont des fonctions que nous avons définies dans un théorème purement logique et qui sont familières à nos élèves pour s'être démontrées très propices à l'analyse dialectique par où nous les guidons dans le procès d'une psychanalyse. Je vais parler de théorie de l'acte. Les instances mises en évidence, dit Lacan, interviennent dans toute identification, notamment pour la fin d'une cure. Donc c'est dans cela que tout cela est très important pour la psychanalyse. D'ailleurs, la fin de l'article de 45 est comme suit. Donc après avoir affirmé l'inadéquation de la déduction de l'affirmation « je suis un homme » de prémices comme l'homme est un animal raisonnable, donc c'est une sorte de critique à une certaine philosophie, une certaine logique, une certaine façon de raisonner. Donc Lacan énonce dans l'article de 45, assurément plus près de sa valeur logique qu'apparaîtrait-elle présentée en conclusion de la forme ici démontrée, de l'assertion subjective anticipante, qui est donc l'objet de l'article, à savoir comme suit. Donc il s'agit d'une affirmation comme je suis un homme. Un homme sait ce qui n'est pas un homme. Les hommes se reconnaissent entre eux pour être des hommes. Je m'affirme être un homme de peur d'être convaincu par les hommes de n'être pas un homme. Donc vous allez voir donc, dans l'exercice que nous allons mettre en scène tout à l'heure, donc, comment cette déduction donc, est traduite en termes, disons, abstraits, mathématiques ou logiques, hein, où l'affirmation est être un homme donc, sera traduite par je porte un disque blanc sur le dos. Hein, donc, et ne pas être un homme, c'est je porte un disque noir. Ce mouvement donne la forme logique de toute assimilation humaine, en tant précisément qu'elle se pose comme assimilatrice d'une barbarie et qui pourtant réserve l'indétermination existentielle du jeu. Donc, il est clair que Lacan avait déjà en tête la portée, les conséquences de son petit exercice.
Donc, le temps logique n'est pas isolé dans l'élaboration de l'époque. Il a partie liée avec le stade du miroir, euh, présenté en 1936, je crois publié en 1939. Lucchesi nous en avait parlé ici, hein, des élaborations successives du stade du miroir. Et on peut dire que la réflexion sur le temps logique a façonné, a amené à un certain nombre de changements dans l'élaboration du stade du miroir, c'est-à-dire l'élaboration du moi. En particulier en 61, Lacan dit, quand l'image spéculaire commence à s'animer, quand elle devient l'autre incarné, il y a un rapport temporel. Deux points. J'ai hâte de me voir semblable à lui, faute de quoi, où vais-je être? Hein. Donc, je vous rappelle que dans le stade du miroir, une chose importante, c'est comment on appelle ça, le fait que l'homme n'est pas achevé au moment de sa La naissance. prématuration. Ouais, la prématuration de l'homme. Donc, il y a cette sorte de retard. Donc, il y a cette idée de retard et donc qui apparaît. Et donc, la hâte, c'est justement c'est d'essayer de dépasser ce retard. Le temps logique peut aussi être mis en relation avec la description du déroulement de la cure, comme je l'ai fait en vous présentant l'article de 1953, où il introduisait le symbolique, le réel et l'imaginaire. Vu qu'il s'agit de temps dans l'analyse, donc pareil, on peut faire ça. Et avant de passer vraiment à l'énoncé du problème, j'aimerais m'arrêter sur le lien entre la psychanalyse et la sophistique, en suivant une présentation de Barbara Cassin dans son livre. Cassin est une spécialiste de la pensée grecque, en particulier de la sophistique, et elle a écrit un livre intitulé Jacques le sophiste, où elle, en quelque sorte, elle chante ou écrit, rédige un hymne à la logologie, terme qu'elle a emprunté à Novalis, et où elle soutient, alors Lacan le dit de lui-même en 65, hein, que le psychanalyste c'est le sophiste à notre époque, mais elle confirme que Lacan ne peut pas ne pas être dit sophiste vu qu'il maintient que l'être est un effet de dire. En effet, la logologie donc, conçoit, d'après le Wallis, l'essence du langage comme étant d'agir en tant que performance en produisant un effet monde. La psychanalyse lacanienne et la sophistique sont pour elle donc de la logologie. Elle poursuit, la logologie est une chronologie car c'est le temps qui est le principe efficace du discours. En particulier, les signifiants se suivent. Et s'il y a une particularité sophistico-analytique de la pratique du langage, elle implique quelque chose comme une rhétorique du temps, par différence avec la rhétorique philosophique de l'espace. Cassin encore, pour vous montrer vraiment que ce n'est pas seulement la petite forme, je veux dire, l'élaboration euh, de la déduction de Lacan en 1945 qui pointe vers la sophistique, mais c'est vraiment la psychanalyse lacanienne qui est très proche de la sophistique. Hein. Donc, Cassin note que l'improvisation, donc ça c'est freudien si je peux dire, si bien nommée éloquence extempore, est la manifestation par excellence de la rhétorique du temps. Hein. Donc, dans les mots de Lacan, allez-y, dites n'importe quoi, donc pendant une psychanalyse, ce sera merveilleux. Hein. Donc, c'est une formulation de la règle de l'association libre. Hein. Donc, Cassin a bien lu Lacan, en particulier le temps logique, et elle note que dans le temps logique, le rôle des scansions n'est pas celui d'une expérience dans la vérification d'une hypothèse, mais bien d'un fait intrinsèque à l'ambiguïté logique. Donc, elle introduit le mot ambiguïté. Donc, elle dit que c'est le trait important. Et elle est liée au laps de temps qui effectue l'intégrale des équivoques et impose une interprétation et une action. Donc, ceux qui auront lu L'étourdi reconnaîtront donc, l'expression l'intégrale des équivoques qui
donc en s'additionnant, font une langue. La fonction de la hâte aurait même un mot déjà pour les Grecs, hein. Donc, elle dit la fonction de la hâte est saisie du kairos. C'est ce qui signale l'acte, hein. Le kairos étant ce que les Grecs ont introduit pour dire le temps non spatialisable, caractéristique de la sophistique. Il est le temps de l'analyse, l'instantané du bon moment, tant pour la fin de la manœuvre que pour la coupe de la séance et la scansion de l'interprétation. Donc, tout ça est, comme ça, ramassé dans cet article de 45. Donc, quelles sont les suites qui données au temps logique? Ben, elles ont poursuivi Lacan dans tout son enseignement jusqu'à la fin. Je vous rappelle que le dernier séminaire de Lacan s'intitule Topologie et temps. Et de manière plus précise, donc on vient de dire que Lacan introduit 3 dimensions de temps. Le sujet obtient un support de surface, donc 2 dimensions. Donc de combien de dimensions parlons-nous? Comment faut-il nouer le temps et l'espace dans ce contexte, hein? Lacan formule le problème ainsi dans les années 70. Sur un ensemble de dimensions que nous ne déterminons pas d'avance, comment trouver ce qui fait fonction surface et ce qui, à mon dire, ferait fonction temps du même coup? Ce qui est de toute façon très proche du nœud que je vous suggère. Donc, nous allons reparler, j'espère, encore cette année, donc du nœud et de ce qu'il en dit concernant la coordonnée cartésienne qu'il définit. En 74, il reformule donc la question comme ça. Définir ce qui, dans un ensemble de dimensions, fait du même coup surface et temps, voilà ce que je vous propose comme suite, mon Dieu, comme suite à ce que je vous ai proposé du temps logique de mes écrits. Bon, ouais. Bon, donc ça, c'est une formulation dans un séminaire non encore publié. Voilà, donc le temps logique aura des suites pendant tout le reste de son enseignement et ouvre sur des élaborations comme celle-ci, donnant en particulier une cohérence entre la combinatoire développée au début et, par exemple, la théorie des surfaces et ensuite la nodologie. Donc, on parle souvent des époques de Lacan comme si elles étaient étanches. Si on veut, ben là, on voit qu'on pourrait, si on voulait, interpréter tous ces développements comme étant une réflexion sur le rôle du temps en psychanalyse. Bon, nous sommes arrivés au moment où il faudrait énoncer quand même ce petit problème des prisonniers. Donc le problème, ou fable, comme il l'appelle aussi, s'énonce comme suit. Donc je pars du principe que vous n'avez peut-être même pas regardé ce dont il s'agit, ou peut-être vous en avez entendu parler vaguement. Donc il s'agit de 3 détenus de choix, dit-il. Enfin, en particulier, ils ont des aptitudes logiques, hein, c'est ça que ça veut dire. Enfin, ici, hein, en économie, on dirait c'est un agent rationnel. Bon, donc là, c'est des détenus de choix. Ils sont convoqués par le directeur de la prison qui dit devoir libérer l'un d'entre eux. Il dit devoir les manquer. Pour décider lequel, le directeur les soumet à une épreuve qui consiste à fixer sur le dos de chacun un disque de couleur choisi parmi 3 disques blancs et 2 noirs. Donc ils sont 3, il y a 3 disques blancs et 2 disques noirs. Qui va coller, enfin, accrocher un disque sur le dos de chacun. Et donc pour sortir, celui qui, sans communiquer avec les 2 autres prisonniers, donc ça c'est une règle, devinera la couleur de son disque pourra sortir à condition qu'il puisse expliquer le raisonnement qu'il a amené à sa conclusion. Donc il ne s'agit pas de probabilité, hein. Donc on sort et on dit, bon, Paris, hein, c'est ça, et puis bon, par hasard, devine la couleur. Ah, non, non, il faut qu'il explique, donc il explique le raisonnement qui l'a amené à sa conclusion. Donc ça, c'est les règles du jeu, hein. Donc ce problème a une solution logique, que Lacan appelle la solution parfaite.
Et il fait le raisonnement, et puis il s'arrête et il dit, bah, oui, mais enfin, en fait, ça va pas. Enfin, je veux dire, pas vraiment. Il dit, la solution est correcte, hein, donc il ne revient jamais sur vraiment la solution, mais il la reprend, certainement, parce qu'elle n'est pas satisfaisante. Hein, donc, parce que donc, du point de vue subjectif, il y a des questions qu'on peut se poser. Et donc, Lacan, reprenant le raisonnement, fait entrer le temps dans le raisonnement. Hein, le raisonnement et discours intérieur, développé par les prisonniers. Et ainsi, donc, introduit ces instances de temps qui ne sont pas chronologiques, enfin, qui ne sont pas, je veux dire, séquentielles. Hein. Et donc, toute la difficulté à saisir, c'est qu'il s'agit de temps qui sont substitués par les temps, je veux dire, qui viennent ensuite, si je peux dire. Hein. Voilà. Donc, je ne dis pas comment c'est résolu. Ah non, Non. ne, Voilà. ne Et spoil c'est pas. une bonne idée de Dominique, c'est de mettre en scène donc la solution, donc de faire faire l'exercice à trois d'entre nous. Et ceci, je veux dire, est quelque chose qui, de toute façon, est un peu implicite dans l'article de Lacan. Et vu que, puis-je faire peut-être des commentaires sur l'aspect mathématique de la question, mais je note que le fait de faire l'exercice soi-même, c'est quelque chose qui est bah, ce que les mathématiciens font. Enfin, donc, d'ailleurs, j'ai trouvé un article écrit par Apéry, qui est un mathématicien un peu, je veux dire, je dirais pas qu'il est, donc il est pas mainstream, je dirais, mais il a son actif un théorème très important sur l'irrationalité de certains nombres. Je crois que c'est un mathématicien de l'université de Caen. Mais donc, il a écrit un article sur le temps des mathématiciens où il compare le temps des mathématiciens, donc pas des mathématiques, hein, ensuite des musiciens. En gros, l'image qu'il utilise, c'est que bon, on ne peut pas dire que la musique est contenue dans les partitions. Il faut les jouer, les partitions. Et donc, de même, les mathématiques, bon, ben, tant que vous en restez à lire les résultats comme ça, vous ne retravaillez pas vous-même les démonstrations, les preuves, bon, elles sont lettres mortes en quelque sorte. Et donc, il y a un temps des mathématiciens. Donc, il faut un temps pour entrer dedans. Voilà. Donc, et il y a d'autres aspects comme ça dans l'enseignement de Lacan, où effectivement, il faut prendre le temps de suivre les étapes. Suivre dans le graphe, il faut le faire dans la manipulation des surfaces topologiques, c'est pareil. Et je pense que c'est aussi pour ça que Lacan a choisi certains exemples, ou choisi oui, certains objets mathématiques, si je peux dire, pour expliquer ce qu'il est en train de faire. Des fois comme métaphore, des fois comme étant plus proche de la structure, des fois comme des analogies, mais c'est aussi parce qu'il y a ce côté manipulatoire. Voilà. Voilà. En tout cas, vous. Merci beaucoup, Boas. Comme tu viens de dire, voilà, il faut le temps, il faut vraiment suivre le parcours de ce processus. Et c'est pour ça que j'ai demandé à James Fisher, que je remercie, que pendant qu'on va donc jouer à ce jeu, à ce sophisme, il va dessiner le parcours logique. Alors, par Zoom, malheureusement, vous ne pourrez pas voir ce que James dessine pendant qu'on va travailler, mais vous pouvez vous baser sur l'article que je vous ai envoyé, hein, l'article que j'avais écrit à l'époque, et il va juste redessiner un peu plus amplifié les trois tableaux du premier mouvement, deuxième mouvement et troisième mouvement. Une autre chose euh, par rapport donc au problème, Lacan le dit dans cet écrit, il s'agit de trois sujets de pure logique. Ça veut dire que sont trois sujets supposés fonctionner à la même vitesse, exactement de façon synchronisée. Donc, on voit déjà que ben, il y a déjà quelque chose qui ne fonctionnerait pas réellement parce que voilà, il y a personne qui est complètement synchronisé avec l'autre. Mais pour cet exercice, l'idée, c'est qu'on soit trois sujets de pure logique.
Voilà. Donc, voilà. Et tu as déjà dit combien de disques sont mis dans le problème? Je peux répéter. Alors, Trois voilà, blancs. voilà, c'est trois blancs. Donc, il y a deux disques noirs qui finalement ne seront pas utilisés et trois disques blancs. Donc, finalement, on pourrait dire qu'il n'y a que des hommes parmi les hommes, comme tu as dit au début. Il n'y a que des disques blancs. Donc, voilà. Alors, je vais jouer le rôle du prisonnier A. Je vais aussi être Oui, un oui, mais peu... les prisonniers, ils ne savent pas qu'il n'y a que trois blancs. Oui, les prisonniers ne le savent pas, mais bon, évidemment. Mais bon, vous le saurez puisque vous allez nous voir. Mais nous, on n'est pas censé savoir. Donc, moi, je vais jouer le prisonnier A. Je vais être aussi un peu le narrateur de ce qui est en train d'arriver. Jean-Philippe Ansermet, qui a très envie de participer à ce jeu. Vous avez dit que vous avez besoin de trois détenus du choix. Bon, je croyais. Non, mais il y a un aspect spéculaire. Qu'en fait, toutes les qualités que lui a, vous les avez par réflexion, si je peux dire. Donc, Et vice-versa. ouais, donc, ouais, ouais. Non, mais En si fait, ils vous sont voulez. muets dans l'exercice, les autres. Mais Non, non, mais justement, vas-y, vas-y. Non, non, mais alors, je vais vous rappeler les règles, d'accord? Vas-y, tu fixes les trucs. Voilà. Oui, oui. Alors, vas-y. Oui, oui. Donc, la règle, non, mettez-vous là, mettez-vous là. Tu descends dans un langage commun. Oui, oui. quelqu'un devrait aussi m'aider. Alors, donc, il y a les trois prisonniers sont convoqués par le directeur. Donc, ils sont mis dans une même place, comme ça. Alors, chacun des prisonniers peut voir le disque sur le dos des deux autres. D'accord? Mais évidemment, il n'y a pas de miroir qui permette de voir quelle est la couleur du disque qu'il a sur le dos. Et donc, sachant. Alors, donc, la règle énoncée, c'est que. Les dos des autres. Voilà, on peut voir les dos des autres, mais pas son propre dos. Voilà. D'accord? Voilà. Et donc, ce que vous savez tous, Voilà. ce que vous savez tous, Bien, c'est que les trois disques sont choisis. Les trois disques sont choisis dans un ensemble de 5, composé de 3 disques blancs et 2 disques noirs. Oui, non, Bon. jusque-là, c'est clair. Voilà. Donc, maintenant, simplement en regardant et en faisant des raisonnements logiques, vous devez arriver à déduire quelle est la couleur du disque sur votre dos. Et dès que vous le savez, ben, vous vous présentez chez le directeur, là, pour lui dire je suis blanc ou noir, d'accord, à cause de, puis il faut expliquer le raisonnement. Et là, vous pouvez sortir de la file. OK? Alors, vu la distribution des disques, donc, admettons que vous savez que les trois sont blancs, donc en fait, vous êtes blanc. Enfin, en fait, a priori, vous ne devez pas le savoir, d'accord? Ce que vous voyez, donc au départ, c'est que les deux autres ont des disques blancs. Oui. Voilà. Sauf que ça ne suffit pas vraiment encore. Vous pourriez être noir ou blanc, d'accord? Ok. Mais je vais. OK? J'ai de la peine à croire qu'il y a une solution rigoureuse à ce truc-là. Je pense que c'est Voilà. quand même assez rigoureux. Voilà. Non, non, dis Alors, ça. ce qui est rigolo, c'est que Lacan, ça on le voit dans l'article, il a passé un certain temps, peut-être même toute la guerre, il ne dit pas quand il a pensé à cela, mais il en a certainement parlé à tout un tas de gens autour de lui, et il y a des gens qui lui ont écrit, et en note de bas de page, il y a même la réponse de quelqu'un qui lui dit que non, que ce qu'il propose comme solution, ça ne va pas du tout. Il explique pourquoi ça va quand même, et effectivement, c'est quelque chose qui pose problème. Donc, c'est un peu analogue au problème de Zénon, hein, qu'il est la tortue, comme ça. C'est pour ça aussi que c'est un sophisme. Hein. Mais ça marche, donc vous allez voir. Bon, je vais faire juste une petite introduction en préambule, d'accord, pour reprendre ces trois modulations temporelles. Donc,
L'instant du regard, le temps pour comprendre et le moment de conclure, comme Lacan le présente dans cet écrit. Donc, l'instant du regard, et ça, il faut bien les saisir parce qu'il y aura tout le temps ces trois temps, si vous voulez. L'instant du regard, donc, c'est quelque chose que Lacan appelle une modulation temporelle de l'instantané. C'est-à-dire, ben, bon là, évidemment, vous êtes là, mais moi, je vois instantanément que vous êtes deux blancs. Vous voyez instantanément qu'on est deux blancs et lui aussi. Moi, je ne sais pas encore si je suis noir ou blanc, mais dans l'instant du regard, donc c'est en temps instantané, moi, donc je suis disons le A, d'accord? Peut-être une chose. Là, je vais parler de mon point de vue au long du processus logique, mais évidemment, puisqu'on a les trois blancs et on est trois sujets de pure logique, c'est exactement équivalent. Donc, ce que je suis en train de faire moi, ce sera aussi pour toi et pour vous en même temps. D'accord? Vous êtes très à l'aise avec la notion qu'on est des êtres de pure logique. C'est le Non, non, mais Ça veut attends, dire c'est non, ça. mais là, la première chose, c'est que Il faut se taire. non, 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 pas du tout. Non, 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 il est, non, en quelque sorte, il est aussi trop bavard. Parce que, je veux dire, non, mais, si il y a une situation, commencer par il y a une situation où c'est clair que vous sauriez quelle est la couleur d'un moto. Quelle est la situation? Si les deux. Si je vois deux noirs. Voilà, Exactement. très bien. Voilà. Alors ça, c'est ce que Lacan appelle justement la logique éternelle. Hein, c'est-à-dire, c'est le truc qui est indépendamment de toute la situation comme ça. S'il y avait deux noirs, eh ben, je saurais quoi. Donc, on élimine cette situation. Voilà. Mais ça commence comme ça. C'est la première chose. En fait, dans l'instant de voir, ben, c'est ça. Hein. On voit que c'est deux blancs et c'est pas deux noirs. Donc, en fait, le truc facile, il n'y a pas. Il faut refaire un tout. Quoi. Mais bon, voilà. Ça, c'est le début. Il n'y a pas de noir. Ça, Ce qui ne veut pas dire qu'on est blanc ou noir. Alors, bon, alors on a fait l'observation, on a tous vu deux blancs, mais on ne sait pas ce que les autres ont vu. Voilà. Voilà, exactement. Ça, donc, c'est vraiment l'instantané, c'est l'instant du regard. On ne s'en sort pas comme ça. Alors, je fais quand même un petit lien avec la clinique, parce que Lacan parle de la forme personnelle du on. Il dit on sait que en face de deux noirs, on est en blanc. Et il utilise donc la forme du on, de l'on personnel. Et ça, dans la clinique, souvent, il y a des patients qui aimeraient bien un mode d'emploi où on dit on fait comme ça. Tac, tac, mais on voit que c'est plus compliqué et c'est pas avec un mode d'emploi qu'on s'en sort ici. Okay? C'est aussi une forme de donc le on, c'est une forme de subjectivation. Le sujet oui, mais la impersonnel. Donc à la fin, on devrait arriver à une subjectivation qui est plus fine. C'est celle qui consiste à l'identification. On va y arriver. On a fait cette observation, maintenant on doit faire autre chose, parce Oui. que sinon c'est pas possible. Mais Ah. qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Alors, on a le droit de se regarder. Après, alors, ce qu'il faut dire, quand quelqu'un sait ça. Et d'y aller. On a le Ouais, droit donc de regarder personne n'y va. et d'aller. Personne n'y va. On a le droit de regarder. Oui. Et Donc, quand on comprend, personne n'y va. si on comprend, on a le droit d'y Voilà. aller. Donc, Exactement. si tu voyais deux Mais noirs, puisque personne n'y tu va. partirais. Oui. Comme les deux autres qui sont comme toi et qui sont encore là, On hésite. ils sont encore là. Ouais. Donc, c'est que personne ne voit de noir. Et moi je vois l'autre, donc je sais que je ne suis pas noir, donc je suis blanc. Donc, c'est rapide. Non, mais attendez. Pas forcément. Vous pourriez être noir. Je ne peux pas savoir. Ah, est-ce que, Bah oui, tu pourrais est-ce que les toujours- prisonniers savent qu'il Non. n'y en a pas de noirs? Non, Non. Ils ne savent pas. Non, mais Ça va, ça. tout ce que tu vois, c'est qu'ils ne partent alors, pas. mon raisonnement ne tient pas parce que je. Ouais, mais bon, vous avez quand même acquis quelque chose. C'est que, je veux dire, personne ne voit, personne ne sort, Donc, et donc personne ne voit de noir. Voilà. Il faut travailler là-dessus. Après, là, donc ça, on on est. dessin. Et donc, et là, on rentre dans le moment de comprendre, Bon, justement, alors, qui est une élaboration. là, maintenant, je vais verbaliser ce que. Ça, c'est l'étape 2. On va se Ouais. mettre à réfléchir. Ouais, c'est le Exactement. moment de comprendre.
Donc, vous voyez, James sur le prisonnier A serait moi, il a mis le petit rouage, c'est-à-dire moi, maintenant, je suis en train d'essayer de comprendre. Donc là, je suis dans le temps pour comprendre. Avant, on était dans l'instantané avec le on, la forme inclusion personnelle. Maintenant, je me dis, il y a des hypothèses que je vais formuler, d'accord? Moi, je ne sais pas si je suis noir ou blanc, d'accord? Je commence à me demander maintenant, si moi, A, je suis noir, d'accord? Je peux vous formuler ça. Si moi, j'étais noir, qu'est-ce que vous, B, vous allez penser par rapport à C, si moi j'étais noir. Donc, je vais penser ce que vous allez penser si j'étais en noir. Ouais. Vous regardez, ça c'est la partie la plus un peu abstraite, mais c'est la pensée dans la pensée. Je pense ce que vous allez penser de C si j'étais en noir. Alors, je vous pose maintenant la question. Si j'étais en noir, vous, qu'est-ce que vous vous poserez comme hypothèse par rapport à C? Si moi j'étais noir, hein? Qu'est-ce que vous vous poserez comme hypothèse par rapport à lui si moi j'étais noir? Pourquoi je devrais faire une hypothèse par rapport à lui, mais je sais sa couleur. Mais vous Oui, savez mais pas vous la savez vôtre. pas la vôtre. Donc, mais pourquoi vous me demandez qu'est-ce que je pense de sa couleur? Mais si je vous demande, mais par Parce que rapport Par à... rapport à mon action. Oui, Parce que moi, je connais votre couleur et sa couleur. oui. Donc, quelle serait mon action étant donné une hypothèse sur votre Ah, couleur? Si vous voulez, c'est Une répétez votre hypothèse sur question. votre couleur, C'est si moi j'étais en noir, Oui. moi je ne sais pas si je suis noir ou blanc, mais je me Oui. dis, si moi j'étais en noir, qu'est-ce que Jean-Philippe Ansermet, qui ne sait pas s'il est blanc ou noir, moi je le sais, mais bon, vous ne le savez pas. Qu'est-ce que vous vous serez posé comme hypothèse par rapport à ce qu'on voit les deux qu'il est blanc, si moi j'étais noir? Qu'est-ce que vous vous poserez comme hypothèse si moi j'étais noir? Enfin, peut-être que c'est la manière de poser la question. Pas tellement ce qui l'intéresse, lui, c'est de savoir quelle est sa couleur. oui. Oui, Oui, donc, je veux dire, en sachant que lui est blanc, Voilà. vous allez lui dire ça, et dans l'hypothèse que toi, tu es noir. dans l'hypothèse, vous d'accord. voyez, c'est à l'antérieur, mais c'est Bon. la pensée. Est-ce que vous allez penser que tu vas penser que tu es noir? On ne peut pas faire un diagramme avec 3 cases. Oui, oui, mais c'est ce qu'il veut. Alors, juste pour Absolument. Pas votre ça, diagramme. donc là, c'est la situation Il m'a actuelle. l'air d'être très influencé par beaucoup de lectures de Lacan. Non, Sinon, je ne l'aurais pas fait comme ça. Qui m'a permis de tricher. Mais donc, c'est A qui pense, dans ce cas-là, Oui. cette situation. A est noir et les deux autres sont blancs. Et dans ce cas que A est noir, il se met dans la tête de B qui pense, si A est noir, donc c'est l'hypothèse qui est reprise depuis ici, B pense, si je suis aussi noir, quelle est la perspective de C? Il ne devrait pas Non, être. Et donc, il devrait donc pas. c'est l'hypothèse d'une hypothèse où il y a une personne parmi les trois prisonniers qui voit deux noirs. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Elle sort. Voilà. C'est ça, ouais. Voilà. Mais il ne sort pas. Voilà. Donc ça, c'est Donc, on peut exclure l'hypothèse ce diagramme. d'une hypothèse, oui, où il y a un instant où, pour C, vaut que le regard, donc l'instant de voir les deux noirs, est la même chose que le temps de comprendre, parce que quand il voit deux noirs, il n'a pas besoin de temps pour réfléchir ça. Et puis, il conclut immédiatement et il sort. Dites-lui simplement, il comprend spontanément de conclure, c'est-à-dire qu'il le sait immédiatement s'il voit le noir. C'est ça que les trois temps sont résorbés dans l'instant. Alors, ça, c'est la situation où moi, je ne sais pas encore si je suis noir et blanc, évidemment, je sais que ça, en tout cas, ça n'arrivera pas puisque je vois bien que vous êtes deux blancs. Mais si moi, j'étais noir, vous, en regardant C, vous devez vous dire, mais si moi aussi, j'étais noir, Oui. lui, il sortirait dans l'instant. Et donc, moi, dans mes cogitations,
je suis dépendant de vous deux. Je regarde comment vous interagissez les deux. Et je me dis, mais tiens, si moi je suis noir, à vous deux, il vous suffirait en instant pour comprendre que ni l'un ni l'autre est noir, si j'étais noir. Et donc, il faudrait juste un instant pour vous deux, en vous regardant un moment, pour comprendre. Et après, vous allez conclure et vous commencez à bouger pour sortir. Si moi j'étais en noir, j'aurais logiquement un temps de retard sur vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Si j'étais noir. On devrait sortir au même instant, nous deux. Oui, Oui. exactement. Et moi, je serais en retard. Oui. Puisque ça vous suffirait, si moi j'étais noir, dans le seul instant pour comprendre que vous n'êtes pas vous-même, si j'étais noir. Très bien. C'est clair? Mais est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est pour ça qu'il n'a pas mis un noir et deux blancs, par exemple. Il a fait le plus Non, non, mais d'accord, là, on ne va pas reprendre des hypothèses. C'est déjà en transfert. Voilà. C'était pour régler. Alors, est-ce que c'est bon? On peut continuer. Il faut que ce soit bien saisi parce qu'après, voilà. Qu'est-ce que vous avez dit pour exprimer ce qu'il y a sur le dessin maintenant? Vous avez dit quoi? Vous avez dit, moi, A, Oui, je me demande ce que B oui. pense. Si j'étais noir. Si j'étais noir. Voilà. B, donc, doit penser que si B aussi était Comment on noir, sort pas? Voilà. lui, il sortirait immédiatement et vice-versa. D'accord? Donc, moi, je me dis, et là, je vais un peu exagérer, mais c'est pour parler de, finalement, ce qui nous intéresse, c'est aussi l'acte, etc. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de temporel au niveau de l'acte. Parce que moi, en ne sachant pas si je suis noir ou blanc, je me dis, mais pourquoi les deux, si j'étais noir, ne sortent pas après un instant? Pourquoi ils restent encore? Je commence à regarder, le temps passe, et je me dis, mais tiens, mais si les deux ne sont pas encore partis avant moi, ça veut dire que peut-être moi aussi, je dois être blanc. Sinon, ça vous prendra un instant Oui. pour comprendre et vous Oui. sortez. Oui. Donc, je reste là, mais là, c'est la hâte, c'est la précipitation logique. Je vous explique pourquoi. Parce que là, on arrive au troisième temps. Donc, le premier, c'était l'instant du regard. Le temps pour comprendre si je suis alors, hypothèse. Mais maintenant, je dois, moi, en tant que A, me déterminer en me disant je suis en blanc. Et là, c'est le je. Vous entendez, c'est je suis. Et c'est fait dans la précipitation, dans la hâte, tendance à l'acte. Là, quand on utilise tous des termes, même l'angoisse, c'est tendance à l'acte, hâte, tension, anxiété, urgence, précipitation logique. Pourquoi dois-je me précipiter? Et ça, c'est un peu l'enjeu du problème, qui fait aussi qu'on doit le refaire après encore deux fois. Parce que le problème dans ces trois temps, entre l'instant du regard, le temps pour comprendre, le moment de conclure, comment on sait où finit l'instant et où commence le temps pour comprendre? C'est pas objectivé, vous êtes d'accord? Ouais. Donc, comment je peux savoir quand l'instant est fini et que vous partez? Je ne le sais pas. Donc, à un moment, je me dis, mais si moi, je reste trop longtemps à réfléchir si je suis noir ou blanc, vous pourriez me dévancer dans le raisonnement, même si j'étais blanc, et vous dire, voilà, on doit être deux blancs, et vous sortez avant moi. Mais, c'est-à-dire, vous commencez à bouger avant moi pour sortir. Mais si vous commencez à bouger avant moi, et moi je rate le moment de bouger avec vous, je me suis dit, ah merde, mais alors oui, ils avaient un temps, excusez-moi, j'utilise un peu les mots, mais pour que vous Non, c'est bien. compreniez. Voilà, c'est bien. J'ai dit, mais merde, ils sont partis avant moi, est-ce que j'étais en noir et je vais douter pour le reste de ma vie si j'étais noir ou blanc? Évidemment, quand je vous dis ça de mon point de vue, c'est ça qu'il faut un peu l'abstraction, mais c'est que vous faites exactement le même raisonnement et vous aussi. Peut-être aussi pas. On est les trois en train de faire le même raisonnement parce qu'on est les trois blancs et suppose qu'on fonctionne à la même vitesse de calculer tout. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, il y a une précipitation pour devoir se dire je suis en blanc, puisque si je rate ce moment-là, je ne saurais pas si finalement les autres sont sortis avant moi. Vous êtes d'accord? Tout le monde? C'est ça la Si précipitation. c'est purement logique, oui. C'est purement logique, oui. C'est vraiment une acte, mais une précipitation logique, comme dit Lacan. C'est pas de psychologisant, etc. C'est vraiment logique. Oui. Bon. Or, ça, c'était le plus compliqué et c'était le premier mouvement. Je vous explique pourquoi il y a un autre mouvement. Donc,
tous les trois dans la hâte, etc., allez-y, là, on commence à bouger. Ah, on s'arrête, dit merde, ils ont bougé au même temps que moi, et on s'arrête. On s'immobilise à nouveau. Et là, c'est la première motion suspendue. C'est-à-dire, une fois qu'on a bougé, on voit les deux autres qui bougent au même temps, on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? OK? Là, je laisse juste James finir. Là, on va arriver au deuxième mouvement. Alors, on bouge, on s'arrête par rapport à ce que je vous avais dit avant, c'est que les temps logiques ne sont pas objectivés. On ne sait pas quand on finit et l'autre commence. On ne le sait pas. D'accord? Donc, moi, je vous parle maintenant de mon point de vue. Donc, j'ai bougé, on s'arrête au même temps. Qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, mais déjà, est-ce que vous deux, vous ne vous serez déjà pas planté entre vous? Moi, je pourrais très bien être noir, et vous deux, vous êtes sortis dans l'instant de l'autre. Vous vous êtes précipités, vous êtes trompés les deux. Bon, moi, je ne sais encore pas du tout, mais vous deux, vous vous êtes trompés parce qu'on ne sait pas quand l'instant finit, quand le temps pour comprendre commence, quand le moment de conclure se termine. Là, c'est vraiment pour avoir la solution à 100% logique. Donc, on s'arrête puisque je me dis, peut-être vous vous êtes précipité, vous êtes sorti avant, c'est pour ça que vous vous êtes arrêté. Moi, je ne sais pas encore si je suis noir ou blanc. Alors, une critique qu'on a fait à Lacan, on dit, OK, ça c'est très bien jusque-là, mais pourquoi ça ne va pas se répéter à l'infini alors? Qu'on va continuer à bouger, s'arrêter, bouger, s'arrêter. Ouais, oui, donc, on a une information supplémentaire maintenant. Une information supplémentaire qu'on n'avait pas au départ, c'est qu'après avoir bougé, tous les trois s'arrêtent. Ça, on ne l'avait pas au départ. C'est une information en plus du problème. Tous les trois, on s'est arrêtés. Vous êtes d'accord? Oui. Bon. Maintenant, là, James, tu peux tourner. Là, ça va se simplifier. Donc, pour les gens par Zoom, on est au deuxième mouvement, deuxième tableau. Là, ça devient de plus en plus simple. Donc, on est à nouveau au point de départ, mais avec une information supplémentaire. Après avoir bougé, on s'est arrêté. Maintenant, si moi j'étais noir, vous deux maintenant, vous avez la certitude logique que vous ne pouvez pas être noir aussi. Puisque si vous aussi, Jean-Philippe, vous étiez noir, Moi, Emmanuel n'aurait, arrêté. comme dit Lacan, n'aurait absolument pas dû s'arrêter. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, si moi j'étais noir, vous deux maintenant, au deuxième mouvement, vous avez la certitude, instantanément, vous comprenez de conclure. Donc, vous devrez sortir les deux instantanément maintenant, après avoir hésité une fois. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. La première imitation vient de quoi? La première... Le doute. Parce qu'on a bougé en même temps, on s'arrête. Moi, de mon point de vue, je dis, peut-être, même si j'étais en noir, moi, je me suis précipité vraiment, mais à nouveau, puisque les temps ne sont pas objectivés, on ne sait pas quand l'instant finit, etc. Et je me suis dit, peut-être c'est juste entre vous deux que vous vous dites, ah, mais peut-être j'étais aussi en noir et l'autre est sorti dans l'instant et moi, je me suis précipité. C'était ça le premier doute. Moi, je suis encore dans un doute encore pire, puisque je vous dis, si j'étais en noir, vous voyez? Donc, ça, c'était le premier doute. Et vous dites, mais attends, si l'autre s'est aussi arrêté, si moi j'étais noir, eh bien, avec certitude, maintenant, vous savez d'être en blanc. Par exemple, lui, il pourrait penser lui aussi qu'il est noir. Oui. D'accord. Vu que lui, il ne sait pas s'il est noir ou blanc, il se dit, ben, si moi je suis noir et lui pense aussi qu'il est noir, d'accord, donc vous partez. C'est moi qui aurais Voilà. dû partir. Et pareil de l'autre côté, et donc vous partez en pensant que vous êtes. Voilà. Et pareil après, finalement, pour moi, parce qu'on est toujours trois blancs, donc ce que mon raisonnement, c'est le même que le tien, que le vôtre. D'accord? Ouais. Donc, là, maintenant, on est au deuxième mouvement. Donc, là, ça devient un peu plus simple. Moi, maintenant, je me dis, si j'étais en noir, vous allez instantanément comprendre de conclure, c'est-à-dire vous devrez partir à l'instant. J'attends que vous partez. Est-ce que l'instant s'est passé? C'est pas encore passé. Tic-toc, tic-toc. Vous partez pas à l'instant. Pourquoi vous partez pas à l'instant si j'étais en noir? Hein?
Donc, je me dis, si personne ne part à l'instant, alors que je ne sais pas quand l'instant finit, ça veut dire que peut-être je suis en blanc aussi. Oui. D'accord? Vous allez faire le même raisonnement, toi aussi, en même temps. D'accord? Oui. Donc, oui, là, c'est plus simple. Donc, là, on a déjà les deux temps. Si moi j'étais en noir, pour vous, vous comprenez instantanément de conclure. Pour vous, les trois temps, ça se ressort dans l'instant, si moi j'étais en noir. C'est exactement la situation qu'on avait au premier mouvement. Si je mets tout, c'est le même dessin. Non, il y a une nuage en noir. Ici, il y a les trois moments de réflexion. Voilà. A pense que ce que pense B, ce que pense C. Oui, Mais maintenant, moi, j'ai plus Plus besoin. besoin avec qu'une hypothèse qui a deux noirs. oui, oui. C'est la question s'il y a un noir. On est là. Donc, on a seulement Mais vous êtes- un moment. Une hypothèse. Vous êtes reparti sur A noir. Vous avez fait un dessin. Oui, si A A est noir. se fait à nouveau l'hypothèse qu'il est noir. Oui, parce que moi, je ne sais pas encore si je suis noir ou blanc. Oui. Donc, si je me Vous refaites la même hypothèse. exact, que une tout à l'heure. deuxième fois. Et je me dis, si j'étais en noir, vous savez maintenant, avec une certitude absolument, Ah, parce qu'on que s'est c'est blanc. déplacé. Exactement, et vous vous êtes arrêté. Mais maintenant, si moi j'étais en noir, et vous deux, vous vous êtes arrêtés, vous regardez entre vous, vous dites, non, mais maintenant, on sait certainement que vous ne pouvez pas être noir, sinon, ni l'un ni l'autre aurait dû s'arrêter au premier Oui. moment si vous voyez de noir. Oui. Donc, vous devrez instantanément sortir, donc, si moi j'étais en noir. Oui. D'accord? Donc là, j'attends et je dis pourquoi il ne sort pas instantanément. Je ne sais pas, c'est en instant, mais en instant, c'est pas quand ça finit, n'est-ce pas? Donc, mais c'est simple là, c'est dans la clinique. On ne sait pas quand ça finit et tout. Et alors, à nouveau, je dis, ah, mais peut-être moi aussi je suis en blanc, mais je dois me précipiter une deuxième fois à faire l'assertion subjective. Je suis en blanc en bougeant à nouveau. Puisque si je ne bouge pas, et vous deux, vous comprenez instantanément que vous ne l'êtes pas, vous allez me dévancer. Je me suis dit, ah oui, j'ai raté mon truc. Peut-être en effet, j'étais en noir. Donc là, ça doit se passer très vite. Oui, plus vite qu'avant, mais à nouveau, ce n'est pas encore objectif et c'est pour ça qu'il faudra le dernier. Le dernier, vous verrez, tout est résolu pour le troisième mouvement. Ben oui. Alors, jusque-là, vous êtes d'accord qu'on doit à nouveau se précipiter? Donc, moi, si je dois me précipiter, donc j'attends un instant, ça n'arrive pas, je suis anxieux, tout ce que vous voulez. Je commence à bouger, allez-y, et on bouge les trois. Oh, on s'arrête à nouveau, zut! D'accord? Alors, la torture est presque finie, on est presque en dehors de la prison, là. Ça, c'est ce que Lacan appelle dans l'écrit la deuxième motion suspendue, c'est-à-dire on bouge, on hésite une deuxième fois, on s'arrête. D'accord? Et maintenant, je laisse juste James finir, mais maintenant le problème est résolu. Je vous explique pourquoi, mais peut-être là vous avez saisi. Voilà le dernier. Après, on pourra regarder, vous pourrez regarder à nouveau là où c'est fait plus en détail, mais maintenant on est au troisième mouvement, le dernier, après deux motions suspendues. Là, on a maintenant une formation supplémentaire à nouveau. C'est que après, une fois s'être arrêté, on bouge une deuxième fois, tout le monde s'arrête une deuxième fois. Ça, c'est une autre information, problème qu'on n'avait pas au début. Tout le monde s'est arrêté deux fois. Vous êtes d'accord? Oui. On n'avait pas ça au début. Mais maintenant, toute l'anxiété, la hâte, vous voyez, c'est thérapeutique, toute l'anxiété, la hâte, etc., disparaît maintenant. Pourquoi? Parce que si moi j'étais noir, vous deux, vous n'aurez absolument pas dû vous arrêter. Vous n'aurez pas dû hésiter une deuxième fois si j'étais noir. Parce que vous devez savoir avec certitude que vous étiez des blancs. Voilà. Donc, puisque vous vous êtes hésité une deuxième fois, moi maintenant je sais avec certitude que je dois être en blanc. Qu'on a dit, on sait que au début, en face de deux noirs, on est en blanc, vous vous rappelez. Oui. Et bien là, on retrouve la même chose, mais avec deux hésitations. On sait que si les deux autres hésitent deux fois, je suis en blanc. Et là, on retrouve la forme la plus désubjectivée du « on ». Donc, c'est à nouveau, là, en instant du regard, on comprend de conclure les trois. Là, il n'y a plus de hâte ni rien. Vous, si j'étais noir, vous n'aurez absolument pas dû vous arrêter. Oui. Donc là, là c'est tout simple. Hein.
on comprend les trois instantanément de conclure, il n'y a plus de précipitation ni rien, et donc, allons-y, on sort gentiment dans la fraternité, l'humanité. Voilà. Bon, est-ce que vous avez peut-être des questions par rapport à ce dernier mouvement? Pourquoi il n'y a plus la halte? Parce que moi j'avais compris que enfin, tous les trois peuvent sortir. C'est quoi la règle pour sortir? En fait, je crois qu'il y a quand même un seul qui sortait. Non, ils peuvent sortir tous les trois en même temps si tous les trois connaissent la réponse. Ah, il faut qu'ils Oui. sachent pour eux-mêmes qu'ils sortent. Voilà. Disons que le directeur n'y avait pas pensé. Enfin. Peut-être, c'est vrai, c'est vrai. De la faille dans le Oui, c'est la faille dans l'autre. Mais là, maintenant, il n'y a plus d'acte qu'il y a parce qu'on retrouve vraiment le mode d'emploi. Comme disait en face de deux noirs en blanc, si les deux autres ont hésité deux fois, Oui. je suis en blanc, mais c'est plus en jeu dans la précipitation logique, c'est juste, c'est comme ça. Oui. On sait comme ça, totalement dépathétisé, tout ce que tu veux. La hâte, le prisonnier A, il l'avait parce qu'il pensait avoir un temps de retard. Oui, Enfin, il pensait avoir 2 temps de retard. Après le premier moment de suspension, il pense qu'il a un temps de retard. Mais après, quand c'est arrêté 2 fois, il est sûr qu'il a rattrapé le retard et qu'on est tous sur la même page. oui. Du coup, il n'y a plus de hâte. Voilà, ça s'évapore, comme dit Lacan maintenant. Et Si je lui en compte. non, oui, c'est tout à fait ça. Mais vraiment, la précipitation logique, c'est vraiment pas une précipitation psychologique, mais logique. Hein. Il faut vraiment dire à un moment, je suis en blanc, mais il y a aussi l'idée peut-être qu'il faut payer quelque chose un peu de sa personne en y allant. Vous voyez, c'est pas juste, non, c'est comme ça, on suit le mode d'emploi, etc. Pour s'en sortir. Même si à la fin, en effet, comme l'a dit dans l'écrit, c'est complètement désubjectivé, puisque là, à deux hésitations, on est en blanc, mais il a fallu passer par le processus logique avec la fonction de la hâte. Bon, il faut retravailler le texte. Là, je vous l'ai présenté dans... Non, c'est bien. Mais donc, l'hypothèse de travail, c'est que tout le monde raisonne à la même vitesse. Oui, exactement. Ce qui, en effet, si là on disait rien, on commençait, ça n'aurait jamais marché comme ça. Hein. C'est juste, c'est pour ça qu'on disait des sujets de pure logique, mais dans le sens des sujets qui fonctionnent vraiment à la même vitesse, etc. C'est comme ça que Lacan les appelle. sans inconscient. Ça, peut-être sans ça, je ne sais pas. Mais c'est disait que C'est des sujets un peu logiques. premier temps, il y a une dimension de l'inconscient, parce que c'est ce jeu au niveau de l'insertion subjective, Oui, que j'ai ok, compris. le sujet de l'inconscient. Parce qu'il a ce truc derrière son dos, il ne sait pas ce que c'est. C'est ça. On veut dire qu'il y a quelque chose qui est parlé de lui, dont il ne sait pas. Et c'est ça l'idée de Oui. signifiant qu'il aurait besoin dans l'autre. Mais ça, justement, je vous propose d'ouvrir la discussion. Là, je vous ai juste présenté vraiment comme Lacan l'a présenté, l'écrit, mais là, en même temps, on peut faire les liens avec la clinique, etc., inconscient. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci beaucoup. Merci. C'est sûr que ça demande un sacré moment de préparation. Pourquoi ça sert, ouais. Pour articuler les choses. Oui, n'oubliez pas. Ça fait dans la chemise, là. Ça va. C'est trop désormais. Suivant. Et aussi, si les gens par Zoom ont des questions, n'hésitez pas. Hein. Là, on va peut-être prendre quelques minutes pour la discussion. Après, on laisse James présenter sa partie. OK? Alors, qui a des questions, des remarques, ou même des liens avec la psychanalyse? Tu as parlé avant, Boas, voilà, que c'est un peu comme une analyse. Non, moi, je voulais plutôt faire des remarques sur comment cet exercice a été perçu en dehors de la psychanalyse. Donc, alors, dans son article de 45, Lacan note en passant qu'on peut généraliser le problème à N prisonniers avec N disques blancs et N-1 disques noirs. Hein, donc, et il fait rapidement le raisonnement pour 4. Donc, dans ce sens, c'est un problème mathématique et pas logique. Enfin, on peut procéder par induction. Ça veut dire à chaque fois, il y a une étape suivante et comme ça. Donc, comme j'ai dit, pendant très longtemps, même les psychanalystes n'avaient pas vraiment accès à cet article parce qu'il était un peu caché. Donc, il est apparu en 66. Donc, il faut
se rappeler que la théorie des jeux mathématiques donc, a été lancée par von Neumann et Morgenstern en 1944. Donc, a été rédigé ce livre donc, sur la théorie des jeux, donc un an avant l'article de Lacan. On peut dire qu'il était contemporain, si je peux dire. Peut-être que Lacan l'a publié en 1945 justement parce que bon, ça avait à voir. Donc, les mathématiciens de l'époque étaient intéressés. Lacan fréquentait des mathématiciens et ils ont commencé à en discuter à ce moment-là. Donc, c'est resté un peu dans la culture mathématique française, le fait que Lacan ait écrit cet article. Et récemment, euh, il y a des chercheurs qui ont refait l'histoire de la théorie des jeux, qui reconnaissent à Lacan, enfin, qui disent, qui prétendent que Lacan a été, ils ont produit le premier jeu, d'une catégorie de jeux, qui s'appelle les jeux Common Knowledge, qui ont été après formalisés par un certain Oman. Donc, parce qu'effectivement, donc les trois joueurs ont une connaissance commune. Hein, donc, qui correspond un peu au fait que, donc, en termes psychanalytiques, on a affaire avec l'autre, hein, le grand autre. Donc, voilà. Et donc, il y a une publicité, donc des règles. Voilà. Et avant que quelqu'un donc, se rappelle que Lacan avait écrit ça en 1945, on disait que c'était Littlewood, donc un mathématicien anglais, qui lui avait écrit un livre très rigolo qui s'appelle Miscellany, donc, dans lequel le premier problème qu'il énonce, c'est un problème qui est rédigé de manière rigolote, comme Littlewood savait le faire. Donc lui, c'était un collaborateur de Hardy. Hardy est plus connu que lui, parce que c'est aussi la personne qui a accueilli Ramanujan en Angleterre. Et donc, c'est le problème des femmes dans le train qui ont toutes le visage barbouillé, quoi, je veux dire. Donc, elles se regardent et puis les trois éclatent de rire. Donc, enfin, formellement, c'est un peu le même problème. Et donc, les gens disaient que ce problème-là de Littlewood était le premier, donc en 1950 et quelques. Mais de fait, où Littlewood lui-même dit que le problème qu'il propose pour expliquer ce que c'est qu'un raisonnement mathématique, enfin, ce problème-là, en fait, il circulait en Europe depuis bien des années. Donc, en fait, c'était quelque chose qui était un peu dans le savoir commun, comme ça, parmi les mathématiques récréatives. Et pour rester dans le thème, si vous allez sur Internet et vous regardez le Carson Show and the Three Hat Problem, donc vous voyez Carson qui, dans le Carson Show, donc met en scène un problème qui est absolument équivalent à celui-là, donc où il a trois invités qui se mettent un chapeau, et voilà, et puis qui doivent deviner enfin, quel est le chapeau de l'autre, quel est le chapeau sur sa tête. Bon, ben, donc, et c'est un peu ce qu'on a fait ici, quoi. Mais personne n'en a tiré les conséquences que Lacan a tirées. Donc, d'ailleurs, et puis peut-être que je vais terminer sur cette partie-là un peu de commentaire. C'est pas que Lacan néglige ce genre de choses. Puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Lacan était toujours en contact avec des mathématiciens qui étaient au fait de la pointe de la recherche mathématique. Et donc, par exemple, donc, dans le séminaire Les Noms du Père, donc, il parle de la logique épistémique, hein, dont fait partie la logique modale, et aussi qui est en relation avec ce genre de choses, donc le common knowledge. Et donc, qui, comme toute logique formalisée, donc part d'hypothèses très claires, et en particulier, donc, il y a un des axiomes dans la logique épistémique, qui est que Lacan pointe, et qui est que le savoir, c'est forcément savoir le vrai. Se réfléchir à cette formulation. Et donc il dit, vous ne pouvez pas imaginer où ça mène, à des folies, ne serait-ce que celle-ci, en faux duquel s'inscrit le savoir inconscient, qu'il est impossible de savoir quoi que ce soit, supposé vrai comme tel, sans le savoir. Je veux dire savoir qu'on sait, d'où il résulte qu'il est tout à fait impossible. C'est pas très difficile à obtenir, mais enfin, il y a un mathématicien très sympathique qui se rend à Intica et qui, en effet, fait la très jolie démonstration. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a des gens qui travaillent, qui te montrent des trucs qui l'intéressent. Oman a communiqué les notes, que le savoir qui se supposerait de ce qu'on ne sache pas qu'on sait est strictement inconsistant, qui est grave hein, pour une théorie formelle. Enfin, impossible à énoncer dans la logique épistémique. Voilà. Donc, c'est une façon pour dire ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je fais, c'est autre chose. Donc, on est dans. Voilà.
Et effectivement, donc pour ce qui est des conséquences, disons, psychanalytiques, bah, il y revient un certain nombre de fois, en particulier dans le séminaire qui vient de paraître en février 2025, donc les problèmes cruciaux de la psychanalyse. Bah, il reprend le temps logique en essayant en quelque sorte, c'est ma formulation, de mettre en évidence les ressorts de la hâte. Hein, donc, en les mettant en lien, je crois, avec le désir, donc le rôle de l'objet A. Voilà. Mais ce n'est pas très explicite, c'est en lien avec le programme de recherche que j'ai énoncé tout à l'heure. Et bon, et ça vaudrait la peine qu'on y revienne si on avait le temps. Donc, je vais terminer sur une remarque, c'est par rapport à la synchronie. Donc, tu as utilisé ça plusieurs fois. Donc, la synchronie n'est pas la simultanéité. Donc, la simultanéité, c'est d'ordonner des événements suivant, je veux dire, disons, la flèche du temps, si je peux dire. Hein. Donc, deux événements sont simultanés si on les fait correspondre au même moment dans le temps. D'accord? Tandis que vous pouvez avoir des choses synchroniques, hein, donc, qui sont... je veux dire, c'est en même temps, mais je veux dire, c'est pas la même, c'est pas en référence à un temps linéaire. Donc, c'est ce que tu disais. Donc, il faut pas traduire synchronie par simultané. Hein. Donc, le lieu le plus simple où faut voir que la simultanéité et la synchronie sont pas la même chose, est donc, par exemple, dans un texte de Lacan, donc l'identification 62, sur la répétition. Donc, le fait qu'on même à répéter le même, disons, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est en relation avec ce que Hervé nous a raconté la dernière fois. Donc, le fait que le A ne soit pas égal à A, hein, si on le répète, voilà, c'est ça qui fait que... Donc, ils peuvent être synchrones, mais pas simultanés. C'est ça, Voilà, donc ça, c'est les commentaires que je voulais faire. Merci beaucoup, Bois. Je propose peut-être qu'on laisse la parole à James pour ça. Oui. Ah oui. Moi qui ai des... Véronique Herman a fait un commentaire du psychanalyste de Lyon sur la question et elle dit un petit fait clinique tiré d'une séance de contrôle. Au cours de séances préliminaires, une jeune fille s'interroge sur sa demande d'analyse. Elle doit partir dans quelques mois faire un stage à l'étranger. J'hésite à l'engager dans la voie de l'analyse compte tenu de cette perspective et le lui explique. Le contrôleur m'interrompt, une psychanalyse. Ça ne s'explique pas, ça se fait. Peu de temps après, la jeune fille amène un rêve. Elle monte dans un bus qui n'est pas comme les autres, ceux qu'elle laissait passer avec indifférence immobile. Elle s'assoit près d'une vieille dame, lui fait part de son inquiétude de ne pas connaître la destination. La dame lui répond, vous la connaîtrez quand vous arriverez. La séance suivante, je vous propose une livre. Magnifique. Je trouve qu'elle est jolie, la petite Merci beaucoup, Violaine. Bon, James, viens ici. Ouais. Juste encore une remarque sur cette question Mais tu ne veux pas déjà venir ici, comme ça les gens t'entendront mieux par Zoom. Donc voilà, petite question sur cet article encore, mais qui est plus peut-être au niveau d'une curiosité de ma part et due à une déformation professionnelle, parce que vous avez pointé au début le fait que il parle de ça comme étant un sophisme, mais un sophisme n'est pas où il y a le liaison avec le sophistique, mais c'est aussi au Moyen Âge un genre de littérature philosophique où on publie en fait des recueils de ce qu'on appelait les sophismes. Et les sophismes sont de type de problèmes logiques dont la solution réside dans l'équivocité des termes. Donc l'exemple, je suis allé regarder sur Internet et le premier sur lequel je tombe, qui peut être aussi intéressant pour les lacaniens, c'est la phrase en tant que telle, sauf l'homme, tout animal est rationnel. Vous savez, pour le Moyen-Âge, l'homme est l'animal rationnel. Mais pourquoi cette phrase est équivoque? Parce que si je dis sauf l'homme, et je le dis au singulier, ça peut soit vouloir dire que je prends l'homme comme étant le signifiant pour dire le genre de l'humanité, et dans ce cas c'est vrai,
mais ça peut aussi être fausse, parce que, je veux dire, sauf cet homme-là, personne n'est rationnel, et donc il y a un seul homme qui est rationnel. Et dans ce cas-là, c'est faux. Et on publie vraiment des recueils entiers de problèmes sophistiques, dont les sophismes aussi sur le temps, et aussi curieusement dans ce qu'on appelle les calculateurs d'Oxford, où on essaie de mettre en place une première tentative de quantification de la nature. Et donc on emploie des outils logiques pour thématiser les choses telles la vitesse ou l'existence des degrés des qualités naturelles. Donc, je me demande si ça aussi, c'est quelque chose avec lequel Lacan a conscience, ou c'est juste parce que je connaissais d'autres sources. Mais comme il est quand même allé par l'éducation jésuite, etc., je me dis qu'il pourrait avoir conscience aussi de ça. Mais ce serait intéressant peut-être de reprendre sous cet angle. Merci. Voilà. Donc, je me permets de venir à ma présentation sur ce chapitre, l'angoisse des savants. Bon, j'ai un peu coupé en 3 parties. Donc, je vais d'abord parler du rapport entre l'avenir et l'avènement, qui était un peu l'avenir et l'avènement du réel, de la psychanalyse, qui était quelque chose qui nous a préoccupé aussi la dernière séance. La deuxième partie, un peu le milieu, la partie principale de cette section, j'ai appelé du discours scientifique à la science-fiction. Et une troisième partie sur cette référence au Mange-ton-Dasein, qui nous dit aussi des choses intéressantes, je crois. Donc, je commence avec le premier paragraphe, je lis, sur la page 23. Le piquant de tout ça, c'est que ce soit le réel dont dépend l'analyste dans les années qui viennent, et non pas le contraire. Donc, ça reprend vraiment l'idée que Hervé nous a introduite la dernière fois. Je relis la première phrase sur la page 21. Le sens du symptôme dépend de l'avenir du réel. Donc, comme j'ai dit à la conférence de la presse, de la réussite de la psychanalyse. Donc, il y a une dépendance entre quelque chose qui advient, un avenir, le réel et la psychanalyse. Et il renforce plutôt, je crois, comme il dit que c'est et non pas le contraire, d'abord qu'il voulait faire une inversion, mais en fait, c'est le même ordre des dépendances, le réel dont dépend de l'analyse, donc l'analyse ou l'analyste qui dépend de l'avenir du réel. C'est le même ordre, mais avec cet renforcement rhétorique. Parce qu'on pourrait aussi, en effet, croire que c'est le contraire. Pourquoi pas? Après tout, le réel, pour Lacan, n'est pas un prédonné naïf, mais quelque chose qui est produit à partir de quelque chose, notamment à partir de l'entrée dans le langage et le phénomène de reste que ça implique. Mais il dit c'est pas donc l'analyse qui va produire le réel, et c'est ça qui nous assure l'avenir du réel, mais il faut que ce réel ait aussi un avenir, un futur. Et je continue, ce n'est pas du tout de l'analyse que dépend l'avènement du réel. Et là, c'est plutôt ce glissement métonymique qui m'intéresse donc parce qu'on avait du mal un peu avec cette idée de avenir du réel. Et là, il parle plus de avenir, mais de l'avènement. Et c'est en effet un peu un jeu qui va rester le long du texte. Et là, je vous invite à aller la dernière partie de ce texte sur la page 47, où il commence aussi en disant ici, la boucle se ferme sur ce que je viens de vous dire tout à l'heure. L'avenir de la psychanalyse dépend de ce qu'il adviendra de ce réel. Donc, là, c'est une figura etymologica. Il joue avec ce sens étymologique de l'avenir comme ce qui advient, ce qui fait événement. Donc, pas seulement l'avenir comme un futur, comme quelque chose qui vaguement, comme il dit là, dans les années qui viennent,
mais aussi là, dans les années qui viennent. Mais c'est vraiment l'idée de quelque chose qui fait irruption, qui fait événement. On peut aussi penser au fait que il parle aussi pas mal de Heidegger finalement dans ce texte. C'est aussi très important chez Heidegger ce jeu quand il parle de Zukunft, le mot allemand pour le futur, comme das Zukommende, ce qui viendra, ce qui adviendra, ce qui vient vers nous. En effet, j'ai quand même fait une petite recherche dans les textes, les séminaires un peu contemporains de Lacan. Il parle très peu de l'avenir, voire c'est des références qui me sont plutôt peu intéressantes. Euh, L'avènement est un terme qui nous accompagne déjà un peu plus chez Lacan. Euh, et là, je me réfère à un article de Louise Iskovitch qui parle des différents sens d'avènement, et on trouve surtout dans les écrits, par exemple, l'avènement du désir, l'avènement du signifiant, l'avènement du signifié. Euh, mais en particulier, il voit un parallèle entre deux emplois du terme avènement dans le texte La position de l'inconscient, donc texte de 1960, mais repris en 1964. Donc là, je vais vous lire trois citations sur l'avènement. Donc le premier, il parle de l'avènement du sujet. Et donc je lis, le sujet donc, on ne lui parle pas, ça part de lui, et c'est là qu'il s'appréhende, et ça d'autant plus forcément qu'avant que du seul fait que ça s'adresse à lui, il disparaisse comme sujet sous le signifiant qui devient, il n'était absolument rien, mais ce rien se soutient de son avènement. Donc, le sujet qui advient parce que ça s'adresse à lui et finalement, il disparaît dans cette signification, il est un rien, mais par le fait de cet avènement, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Donc, d'un côté, avènement du sujet, côté, disons, du manque, du rien, et puis plus tard, il oppose avènement du sujet et avènement de l'être. Et là, je cite à nouveau de la position de l'inconscient. Mais c'est pour ramener le sujet à l'opacité de l'être qui, lui, est revenu de son avènement de sujet, tel que d'abord il s'est reproduit de l'intimidation de l'autre, et puis plus tard, l'attente de l'avènement de cet être dans sa rapport avec ce que nous désignons comme le désir de l'analyste. Voilà le ressort vrai et dernier de ce qui constitue le transfert. Donc, quel est cet avènement de l'être qui soutient le transfert? Si on est un peu au courant des idées de Lacan, on aurait l'idée que c'est quelque chose au niveau de l'objet A. D'un côté, avènement du sujet qui surgit à partir du fait qu'on s'adresse à lui avec la parole, avec le signifiant. De l'autre côté, cet avènement de l'être qui est l'aspect qu'on peut mettre en parallèle un peu avec cet avènement du réel, parce que je crois que la question de l'objet A est aussi centrale, même si implicitement dans ce passage qui nous intéresse aujourd'hui. Mais dans les deux cas, c'est encore cet emploi de l'avènement comme ce qui advient, comme fait événement, et en même temps assure un certain avenir. Et donc, Lacan, à mon avis, dans ce passage, c'est la passage de la dernière fois avec sa question de l'avenir, joue avec cette idée de qu'est-ce qu'on projette pour le futur, mais il faut que quelque chose surgisse un peu inattendu du réel, et peut-être sous le semblant de l'objet A. Et puis, il dit bien évidemment que donc, il y a cet avènement du réel, donc il faut que cet objet A continue à se produire d'une certaine manière pour que l'analyse puisse continuer à faire son travail. Et le travail de l'analyste consiste en quoi? À le contrer.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier point? Non? Alors, je continue avec cette question du discours scientifique à la science-fiction. Je continue simplement en lisant la phrase. Malgré tout, le réel pourrait bien prendre le mort aux dents, surtout depuis qu'il a l'appui du discours scientifique. Donc, d'abord, c'est quoi? C'est peut-être aussi juste, pas étant francophone, je connaissais pas cette expression prendre le mort aux dents, mais j'ai appris que c'est vraiment la métaphore du cheval. On lui met quelque chose dans les dents. Donc, à la fois ce geste de vouloir restreindre quelque chose, le contrôler, le régler, mais ça décrit le moment où le cheval décide de ne pas faire avec, c'est-à-dire de contrer l'effort analytique de contrer le réel, si je puis dire. Donc, ça dit vraiment ces deux moments, l'effort de contenir quelque chose et puis le fait que ça insiste. Et ce qui peut être étonnant, on pourrait croire après tout que c'est le discours scientifique qui va aussi essayer de limiter, resserrer au réel. Et c'est ça qui nous amène du discours scientifique vers la science-fiction. La science va plutôt produire plutôt quelque chose au niveau du réel, au niveau de l'objet A, et c'est ça qui va provoquer l'angoisse des savants. Donc très littéralement, d'une phrase à une autre, on passe du discours scientifique à la science-fiction. Et James, juste une question. Par rapport à la première partie et à la différence du discours psychanalytique, est-ce qu'on pourrait dire alors que l'avènement du réel dépend de la science, contrairement à la psychanalyse? oui, je crois que c'est un peu dans ce sens que c'est pensé là. D'accord. Même si on pourrait aussi dire que le réel va s'énoncer d'une manière ou d'une autre, parce que tout discours produit son réel, je crois. Mais il y a quand même un lien particulier avec la science, parce que la science a aussi une manière particulière de, de produire, de montrer l'existence d'un autre réel avec lequel on ne sait pas quoi faire. Mm. D'autres remarques peut-être? D'accord. Et donc, il commence à nous raconter un peu les effets de la littérature de science-fiction. J'ai trouvé un peu curieux qui dit que ce n'est pas imaginable. Euh, euh, Parce que, voilà, on pourrait d'abord dire que c'est pas imaginable, ça a à faire avec l'avènement du réel. Donc, dans ce sens-là, ça se pose à l'imaginaire. Mais justement, on pourrait dire dans cette science-fiction, il y a beaucoup d'imaginaire, de choses qui se produisent. Bon, je me rappelle avoir lu enfant une histoire d'un garçon dans un grand blason de savon, cette farce parfait qui l'accompagne. Euh, il il y a quelque chose de là, mais je crois pas imaginable dans le sens que ça introduit justement cet élément de réel, de l'objet A qui dépasse un petit peu la représentation. Et peut-être la grande ironie de tout ça, c'est que tous les mots qu'on n'a pas parlé des choses dont il s'agit dans la science-fiction et finalement qui provoquent beaucoup l'angoisse, c'est les mots qui dérivent de l'idée du bien. C'est l'eugénique, dans la bonne génétique, l'euthanasie, la bonne mort et les plaisanteries, donc les bonnes plaisanteries, on peut bien en rire de tout ça finalement, nous dit Lacan. Ce qui est oui, je souhaite peut-être pour parler de Kant avec Sade, c'est de ça finalement qu'il s'agit, c'est-à-dire dans cette imagination de ce qui serait un peu un bien pour tout le monde, finalement, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et donc, pour Kant, il faut toujours agir en raison du bien, mais pas du bien particulier. Donc, ça dépasse un petit peu l'idée du bien qu'on aurait pour nous ou pour nos proches, mais c'est une loi absolue qui s'instaure. De même pour Sade, qui dit, l'argument typique, c'est naturam sequi, donc la nature est bonne, suivant la nature dans notre action,
laissons-nous guider par la bonté naturelle des sphères. Et Sade va dire tout l'envers. Nous suivons la nature, non pas parce qu'elle est bonne, mais parce qu'elle est mauvaise. Mais ça se dirige comme une loi absolue, et donc de même que pour quand on suit cette loi universelle, c'est la même chose pour de Sade. Et puis finalement, euh, il y a cette référence français, encore un effort pour être républicain, qui est un extrait de son livre Philosophie dans le boudoir, qui d'une certaine manière, on pourrait aussi lire comme, peut-être pas une science-fiction, mais en tout cas un type de projet utopique, encore une référence au bien, parce que pour ça, le bien consiste finalement dans le fait de se prêter à sa propre jouissance, et donc ça raconte un discours entre des gens qui sont en train de faire des orgies sadomaso, et entre-temps, en des discours sur la démocratie, la révolution, etc. Et j'ai trouvé c'est un traité à part qui existe dans ce livre, où après une scène de, de hardcore, tout à coup quelqu'un dit, mais allons discuter de quelque chose, par exemple les mœurs, les bons mœurs. C'est pas quelque chose qui va nous élever et nous donner le bon gouvernement. Et il y a quelqu'un qui dit, ah, mais je viens de trouver un petit bouquin là-dessus qui s'appelle Français encore un effort pour être républicain. Et qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? C'est une critique de la religion, c'est-à-dire la religion, c'est qu'une connerie qui va nous guider nulle part. Et c'est une critique des mœurs, c'est-à-dire l'idée d'être bien, de la bienveillance chrétienne, etc. C'est des choses euh, qu'il faut, ouais, qui intéresse pas Assad, mais avec cette idée parce que bien évidemment, l'idée d'être républicain à l'époque de Assad, d'être révolutionnaire, de trouver cette utopie de la bonne république, c'est des idées très défendues, mais ça met en évidence justement le côté, ça fait une loi qu'il faut encore un effort. Vous croyez que vous êtes un peu républicain parce que vous défendez un peu la démocratie, mais il y a encore des choses, des transgressions à faire. Dans L'être et l'an, le dernier cours de Miller, à un moment, il dit encore un effort pour être lacanien. Ça, c'est pareil. On y croit qu'on y est, mais eh non. Exactement. Euh, euh, et donc, voilà, ce qui est intéressant peut-être dans ce genre de la science-fiction, et pas seulement chez Sade, c'est le fait que il y a cette ambiguïté toujours entre l'utopie et le dystopie. Je dois toujours penser à l'exemple de Brave New World, où d'un côté, ça représente une société assez idyllique parce que tous les problèmes semblent être résolus, il n'y a plus de maladies, tout le monde, il y a un système hiérarchique de classe assez violente vu de l'extérieur, mais tout le monde est content dedans parce que on est tellement éduqué pour assurer sa place. Il n'y a plus d'inhibition vis-à-vis de la sexualité, tout le monde se plaît tout le temps, il n'y a jamais rien de mal. Et en même temps, ça provoque quelque chose de très étrange quand on les lit, parce qu'il y a aussi une seule personne qui fait exception à cette société et puis qui a justement un avènement de sa subjectivité plutôt qu'un avènement du réel et voit ce qu'il y a d'angoissant dans ces tentatives de résoudre tous les problèmes de la société. Et donc, comme il dit que c'est le symptôme type de tout avènement de réel, c'est-à-dire que par le fait d'essayer d'imaginer les choses qui se règlent le mieux possible, donc aussi finalement un effort de contrer le réel, si vous voulez, émerge tout de même ce reste qui insiste. Donc je crois que c'est l'idée que si la science, peut-être la science-fiction, essaie d'imaginer une manière de contrer le réel, la psychanalyse doit peut-être trouver d'autres moyens de le faire. Euh, et donc nous avons l'idée de voilà la vie qui se réduit à l'infection, les virus qui échappent du laboratoire, etc., qui fait angoisse. Peut-être un... Oui? Juste, peut-être que le discours scientifique, c'est un discours où les scientifiques pensent pouvoir façonner le réel à leur manière, et l'angoisse vient du fait que ce réel peut se retourner contre eux, tout comme un virus qui est dans un laboratoire peut se retourner
contre l'humanité. Mhm. Et donc, l'angoisse vient du fait que on pense maîtriser quelque chose, le Mhm. réel, mais en fait, on ne le maîtrise pas. Mhm. Le réel, il est pas fort connu, je ne sais Mhm. pas, ou en tout cas, il existe de manière indépendante de nous. Mhm. Et c'est enfin, on va dire que c'est l'illusion de la maîtrise Mhm. qui génère l'angoisse, peut-être. Enfin, je me pose cette question, je fais cette réflexion quand je lis ces quelques paragraphes. Oui, je crois qu'il y a quelque chose au niveau de l'illusion de maîtrise, mais qui produit tout le contraire. Euh, Aussi voilà, tout gain de savoir est toujours aussi un gain du non-savoir. Oui. On peut de mieux en mieux voir dans le code génétique tous les détails qu'on veut, mais ça nous montre toujours les limites de chaque théorie et ça devient envahissant. Tu as raison, je pense à l'avenir d'une illusion. Mhm. Ton discours sur avènement et avenir, c'est une illusion, mais on essaye quand même assez désespérément de faire, on essaie de la réaliser. Et le rêve dit que ça. Mhm. Oui, mais c'est quand même assez paradoxe parce qu'il y a d'un côté le réel n'est pas quelque chose de brut donné dans la nature, c'est toujours un produit euh, du fait qu'on parle, du fait que on essaie de le maîtriser, et pourtant ça compte toujours le fait qu'on parle. C'est voilà une dialectique assez bon, finalement c'est pas dialectique parce que ça se résout pas. Est-ce que, une question, toi, par exemple, Boas, est-ce que tu serais d'accord que le propre des scientifiques serait de maîtriser le réel? Non, 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 hein. je pense que le mot maîtrise, non. Non, parce que tu peux avoir une curiosité quelconque, c'est une envie de savoir, c'est voilà, de comprendre. C'est Je peut-être pense, mais je pense aussi qu'il y a une limite, je veux dire, c'est l'angoisse des savants, et pas par exemple celle des curieux, tu vois. Je veux dire, je sais pas si les curieux peuvent être angoissés, tu vois. C'est ce que je veux dire, c'est vraiment le fait qu'il y a deux termes, c'est le savoir qui est de structurer dans un réseau, de donner un sens et tout ça. C'est que ça, si tu pars du principe que bah, les choses sont comme elles sont, et puis voilà, j'ai découvert un truc à propos des choses comme elles sont, bon, bah, voilà, je veux dire, c'est une trouvaille, tu vois, c'est pas, ça va pas devenir angoissant, c'est une question de posture. Évidemment, ça a à voir avec la maîtrise, il faut vendre et comme ça, mais si tu suis, enfin, si tu cherches la vérité, ou je veux dire, voilà, et puis elle t'échappe tout le temps, comme ça, bon, peut-être que oui. Mais non, mais je ne dirais pas que c'est la maîtrise qui, en général, hein, je veux dire, après, il y a ceux qui veulent maîtriser parce que, voilà, parce qu'ils veulent Mais c'est ceux maîtriser. qui définissent, c'est ceux qui se définissent des savants, peut-être, qui, justement, qui ne sont pas des curieux. Et enfin, c'est justement. Oui, mais il y a une oscillation. Je veux dire, c'est une oscillation. Je veux dire, il y a le discours de l'unité. Si on prend le terme lacanien, je veux dire, si on prend par exemple par rapport à ce qui est au cas de discours dont il nous a parlé la dernière fois. Donc le discours de l'universitaire, c'est quelque chose qui est embarrassant pour l'universitaire, c'est le même discours que celui des administrations. Donc, d'accord. Bon, donc, mais il y a le discours de l'hystérique, hein. Et ça, c'est celui du chercheur. Parce que tu veux faire parler tu veux qu'en sorte un savoir. Donc, en fait, le chercheur enfin, n'est pas l'universitaire, ce n'est pas le sachant qui assène des vérités. Donc, il y a les deux. Enfin, souvent, en tout cas, les grands savants, c'est aussi des chercheurs qui produisent ou qui demandent voilà, à ce que produise un savoir comme ça. Mais Il vaudrait mieux qu'il y ait un peu d'angoisse quand même. pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'angoisse, déjà, là, il n'y a pas de désir. L'hystérique est très angoissé. La question du désir est aussi là. Puis un savant sans angoisse qui est sûr que ce qu'il fait est formidable, on retombe dans les œufs, le machin, Non, mais le plaisanterie. Mais je me demande s'il ne faut pas aussi faire une distinction entre une science appliquée, peut-être, qui justement essaie
de prendre quelque chose de la science et l'appliquer sur les problèmes sociétaux généraux, où il y a une recherche de maîtrise. Et puis, est-ce qu'un autre type d'angoisse qui ressurgit avec le, le type de discours Non, mais par rapport, non. Là, je pense que je ne sais pas comment vivaient ça les mathématiciens au début du XXe siècle, mais je veux dire, toute l'énergie qui était investie dans la question des fondements des mathématiques, je pense que ça devait répondre quand même à un certain type d'inquiétude. Je ne sais pas si c'est une angoisse au sens voilà, précis, mais c'était une vraie inquiétude. Je veux dire, on voulait vraiment aller au fond des choses. On voulait asseoir ça comme... hein? Oui, donc arrive Hilbert et dit, ouais, mais ok, on va faire ça comme Euclide faisait. Et puis, je veux dire, donc l'axiomatique d'Euclide, bon, on vous dit point, remplacer point par Beerbock, etc. Je veux dire, voilà, donc là, le formalisme. Hein, donc, c'est-à-dire, tout ça, ce n'est qu'un jeu formel. Bon, il y en a plein qui n'étaient pas contents avec ça, d'accord? Et puis, non, non, on va essayer de faire en sorte que la vérité, on la maîtrise. Donc, on a des schémas de démonstration et tout ce qui est vrai, on va le démontrer. Et pof, arrive Gödel qui dit que non, si vous avez un système formel consistant, suffisamment riche, il contient des propositions qui sont vraies mais qui ne sont pas démontrables. Bon, et donc on peut se rassurer. C'est pas très rassurant, parce que peut-être que c'est-à-dire que si tu gagnes du côté de la démonstration, tu perds du côté de l'inconsistance. Et l'inconsistance, c'est l'explosion, quoi. Je veux dire, c'est un énoncé inconsistant, autocontradictoire, je veux dire, dans ton système, tu peux déduire tout ce que tu veux. Donc, c'est pas... Donc il y avait certainement une certaine inquiétude. Puis les gens, là, ils font semblant de... Enfin, il y a plein de mes collègues qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Je veux dire, ce que je viens d'énoncer là, ils n'ont jamais regardé de près, quoi. Ils font des mathématiques comme... C'est une pratique sociale. Enfin... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des modes. Enfin, je veux dire, ce qui ne veut pas dire que ça n'avance pas, qu'il n'y a pas un vrai progrès. Hein, mais Une intervention juste pour bien comprendre. Inconsistance, c'est quoi déjà la définition de l'inconsistance bon, on va dire très rapidement, d'un point de vue pratique, c'est que tu peux démontrer une chose et son contraire. On va dire. Et puis, fin de la micro-parenthèse. Tu as parlé de discours hystérique et des chercheurs. Pourquoi la figure du chercheur versus le professeur d'université qui a la scène de vérité, le chercheur ou la chercheuse est hystérique? Non, c'est dans le discours de l'hystérique. Donc, c'est le sujet qui. Pour commencer, on part du sujet qui est représenté d'un significant par un autre significant. Donc, là, S1, S2, sujet. D'accord? Donc, tu fais tourner ça d'un quart de tour en sens horaire, des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc, le sujet, il monte. Et donc, en face, tu as le S1, le maître. Donc, tu penses à Freud au début, tu vois, je veux dire. Donc, l'hystérique, elle arrive et puis elle dit à Freud, parlez-moi. Et lui, parle, elle est contente. Mais le désir, d'accord, le A au-dessous, d'accord. Bon, là, il est loin. Enfin, discours de l'universitaire. D'accord? Donc, l'hystérique, c'est ça. C'est le sujet divisé par le maître. Donc, d'accord, à Freud, il dit, produit un savoir. D'accord? Mais donc, la vérité, qui est le désir, n'entre pas vraiment en cause. Mais c'est la base du truc. D'accord? Donc là, en tant que sujet, donc en tant que chercheur, tu fais parler le monde, voilà, qui est là, et tu fais produire des énoncés. Voilà. C'est plutôt ça l'approche. Et effectivement, il y a un désir dessus. Donc, plus que l'angoisse, là, il y a un art qui fait que tu fais ce travail. Hein. Tu as envie, il faut s'accrocher, il faut que tu aies envie de produire ces S2, ce savoir. Donc, mais l'universitaire, lui, sa vérité, c'est le pouvoir, c'est le maître, d'accord? C'est l'institution universitaire. Alors, tu peux penser à l'administration stalinienne, c'est le même discours. C'est le pouvoir. Et donc, le savoir, c'est-à-dire comment tu remplis le formulaire ou dans quel cours il faut que tu t'inscrives, comment tu fais pour gagner des crédits, des choses comme ça, d'accord? Et bien ça, en face, qu'est-ce que tu as? Tu as l'ASTUD, donc à l'université. Donc, c'est
celui qui veut apprendre, ce désir d'apprendre. Ce que tu en fais, ben, c'est un sujet divisé, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des fantastiques donc, études en anthropologie, et voilà, il ne pourra jamais être anthropologue. Voilà, ça c'est l'université, voilà. Voilà. Donc c'est Un gros exemple. Voilà. Donc, mais donc il y a une oscillation, comme dans les discours, on n'est jamais fixé dans le... C'est l'amour qui va retourner. Ouais. Et c'est le sens qui en sort. Le retournement. D'accord. Bon, on est au plat du dessert avec le design de la soirée. Voilà, alors j'essaie de résumer mes notes sur le design en 4 points. Donc, je lis peut-être d'abord la phrase qui est finie. Donc, plus je mange mon design, c'est page 24, plus je mange mon design, comme j'ai écrit à la fin de mes séminaires, moins j'en sais dans le genre de l'effet qu'il vous fait. Donc, c'est aussi quelque chose qui revient vraiment du premier Lacan dans la séminaire sur la lettre volée, où, pour résumer en 2 mots, il y a quelqu'un qui cache une lettre chez lui, il y a quelqu'un qui vient lui voler cette lettre, et à la place, il met une missile identique, mais quand on l'ouvre, c'est plus le contenu de la lettre, mais il écrit ce petit vers, si ce n'est digne d'attrait, c'est digne de Thieste, qui vient d'une tragédie qui concerne les 2 frères Atrée et Thieste, qui rentrent dans une rivauté érotique, dans laquelle finalement Atrée, le frère, fait faire à Thieste ses propres enfants. Donc Thieste mange ses propres enfants à cause de son frère, et c'est à ça que ça se réfère. Et donc je voulais vous lire Lacan qui dit que laisser ce petit remarque à quelqu'un dont on vient de voler quelque chose, euh, euh, finalement, le message, c'est mange ton Dasein, parce que c'est la question du signifiant. Et il dit, telle est la réponse du signifiant au-delà de toutes les significations, aussi parce que dans le séminaire sur la lettre volée, il s'agit d'abord de cette lettre dont on ne sait jamais le contenu, mais seulement l'enveloppe formelle, pour ainsi dire. Et puis finalement, on arrive avec ce message, mais qui nous laisse aussi perplexes. Donc, le signifiant dit, tu crois agir quand je t'agite au gré des liens dont je noue tes désirs. Donc, la question de l'être, le phallus pour ce premier Lacan, qui provoque le désir. Et pour retrouver un temps plus temporel, disons selon le canulaire, dont, avec certains d'entre vous qui nous avaient suivis au congrès de Zurich l'année dernière, donc il parle de quelque chose qui a eu entre canalistes, nous avions fait l'hommage au mot de passe de l'endroit, que la réponse du signifiant à celui qui l'interroge est « mange ton Dasein ». Donc, il y a le parallèle entre ce Thieste qui est mis en position de manger ses propres enfants, du ministre et qui en vient de piquer les lettres et puis qui est laissé perplexe par il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et puis finalement, c'est le signifiant qui nous renvoie à notre propre énigme. Disons que, pour faire court, que plus tard, donc c'est le premier Lacan va commencer à jouer avec ce terme Dasein de Heidegger. En tant que tel, pour Heidegger, veut dire quelque chose un peu presque cartésien, on pourrait dire. C'est l'idée d'une pure ouverture de conscience, être là, une pure présence. Mais qu'est-ce que cet être-là, ce Dasein pour Lacan, c'est toujours l'objet A. Donc, ce qui résonne aussi assez bien avec cette première interprétation de qui est-ce qui mange ses propres enfants. Encore une fois, c'est vraiment cette question d'une pulsion orale, d'une jouissance auquel il se prête malgré lui. Ce qui est curieux, c'est qu'on a aussi pu approcher ça à quelque chose comme ce qui pourrait se produire à un moment donné, vers la fin de l'analyse, à être renvoyé à cet être déchet, etc. Mais je crois que ce qui est surtout enseignant important ici, c'est qu'il dit plus je mange mon lasagne, moins je sais l'effet qu'il produit chez quelqu'un. Donc, on peut très bien être
euh, dans cette proximité avec son propre de déchets, avec son propre reste de réel, avec l'angoisse que ça nous produit. Mais cliniquement, c'est pas ça, je crois, qui va nous aider, parce que il faut savoir le fait que ça produit chez quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je l'entends. Et donc, euh, voilà. Je crois que ça renvoie aussi à toute cette question de l'avenir du réel, l'avènement du symptôme, finalement, cette question de Dasein, mais qui nous laisse perplexe. Voilà, merci. Merci, James. Bon, il y a des questions, remarques? Oui, donc en relation avec donc il y a des questions, il a été question de collectivité un peu dans ce que tu as raconté. Donc je voulais revenir à l'article de 45, donc pour ceux qui ne l'auraient pas lu, parce que moi ce que j'aime aussi dans Lacan, c'est, je veux dire, sa lucidité quant à ce qui se passe, je veux dire, dans l'actualité, je veux dire, de son temps, mais de manière générale, quoi, je veux dire, les remarques qu'il fait. Et donc en relation avec tout les discussions sur les fake news. Donc, on pourrait méditer donc, ces phrases qui se trouvent dans le temps logique. Donc, il n'est que de donner, mais maintenant que nous savons, je veux dire, le caractère collectif de cet exercice, donc, il n'est que de donner au terme logique des autres la moindre relativité hétérogène pour que cette forme manifeste combien la vérité pour tous dépend de la rigueur de chacun, et même que la vérité, à être atteinte seulement par les uns, peut engendrer, sinon confirmer, l'erreur chez les autres. Et encore ceci que, si dans cette course à la vérité, on n'est que seul, si l'on est tous à toucher au vrai, aucun n'y touche, pourtant, sinon par les autres. Sinon par les autres. Comme elle est présidée. Ouais, c'est ça. Mais enfin, je veux dire, voilà, on avait été dans une direction qui était la certitude et comme ça, mais concernant la vérité, je veux dire, c'est que la vérité, c'est vraiment, elle est dans l'acte de sortie, enfin, dans l'acte, quoi. C'est dans ce sens, il n'y a pas une vérité absolue, c'est pas une vérité de correspondance. Donc, par exemple, la vérité subjective, on peut en parler dans ces termes. Mais le collectif, c'est quoi la phrase? Le collectif n'est que le sujet de l'individuel. Oui. C'est Votre maintenant une bière. Ah, voilà. Là, il aussi, il nous faut la précipitation de la hâte. Bon, alors, pour la prochaine rencontre, je me rappelle plus la date. Denis, tu vas présenter, moi, juste quel chapitre? C'est le corps, non? Prochain? Oui, en seul par contre, et pas deux, puisque sinon c'est trop. Oui, 24 à 26, hein? Le conscient de savoir ça de là. Ok, l'inconscient, en savoir qui s'articule de la langue. Après, je vois que François voulait aussi présenter quelque chose, non? Voilà, donc il y aura Denis, François enfermé, et peut-être, on verra bien. Ok? Allez, une petite bière, bonne soirée. Yann, je mets sur fin là. Fin. Soif. J'appuie sur soif. Mettre fin à la réunion pour tous.